Transformatech, qui conçoit des solutions de location intelligence basées sur des composants open source que je trouve personnellement très, très intéressants pour notamment les petites et moyennes entreprises, small business. Je crois que si je ne me trompe pas, M. Dahou était ancien responsable du management de la qualité à l'Institut national de... Oui, je suis responsable management de la qualité et en même temps sous-directeur travaux de vocation. Très bien. Voilà, Fadal Si Dahou et pour votre présentation. Merci. Bien la présentation. Oui, très bien. Ok, salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je commence par me présenter. Je suis Ahmed Dahali. Donc, je suis ingénieur d'État en sciences géodésiques et travaux topographiques. J'ai aussi un MBA en management de projet. Donc, j'ai actuellement plus de 20 ans d'expérience dans matière de topographie, cartographie, système d'information géographique. Donc, mon dernier poste, c'était sous-directeur de travaux de vocation et responsable management de la qualité au niveau de l'Institut national de cartographie et de détection à l'ECND. Donc, jusqu'à l'année passée. Cette année, donc, je me lance dans une aventure entrepreneuriale à mon compte. J'ai créé la société Transformatech, donc spécialisée dans ce qui est transformation digitale et particulièrement en utilisant les technologies de localisation et de géolocalisation. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est une contribution qu'on a faite l'ISPRS 2021 AD, donc qui a été acceptée pour l'archive de l'ISPRS 2021 par moi-même et par un collègue de l'entreprise Henaya. Donc, c'est une synthèse principalement de toutes les difficultés, ce qu'on a fait, comme on a apporté comme solution pour mettre en place notre plateforme d'intelligence géospatiale qui est actuellement en ligne et qui est disponible. Donc, le business need, pourquoi on a voulu mettre en place se lancer dans l'intelligence géospatiale, c'est principalement parce que il y a pas plus que 5% des données qui sont utilisées pour la prise de décision. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ces données c'est une donnée non structurée. Donc, un structuré de human data qui n'est pas directement exploitable avec tout ce qui est outils classiques. Le truc aussi, c'est ce que la valeur ajoutée qu'on voudrait mettre en évidence aussi, c'est que 80% de ces données ont une dimension spatiale. Donc, on aimerait bien exploiter ces données-là et en même temps tirer parti de ces 80% de cette localisation. Parce que le principe général, c'est quoi? C'est que plus les phénomènes sont plus rapprochés, plus il y a de relations entre eux. Plus ils sont éloignés, effectivement, il y a moins de relations. Donc, c'est quoi la location intelligence ou l'intelligence géospatiale dans le français ou en arabe, on appelle ça الذكاء الجغرافي. Donc, c'est une application émergente de ce qui est industrie géospatiale qui permet principalement aux utilisateurs non expérimentés GIS et qui ont un minimum de connaissances dans le domaine et d'utiliser des algorithmes tout simplement pour résoudre les problèmes business de leur quotidien. Donc, dans l'intelligence géospatiale, la particularité, c'est qu'on n'utilise pas juste les données qui sont standardisées, les données qui sont autoritatives. On peut utiliser ce qu'on appelle du multisource. On peut intégrer des données qui sont issues de sources ouvertes, des données qui sont ingestées par l'utilisateur lui-même ou des données qui sont préparées par la plateforme elle-même. Donc, généralement, les logiciels les plateformes d'intelligence géospatiale, c'est des plateformes de business intelligence qui intègrent la localisation et l'analyse de cette dimension dans leur fonctionnalité. Donc, vous pouvez voir un petit peu l'évolution, un petit peu actuellement l'intelligence géospatiale, bien sûr, location intelligence, c'est à peu près la convergence à laquelle on est arrivé en ayant en bas des données de base. Donc, il y a la cartographie de base, il y a le système géodésique qui est disponible. Actuellement, on a du GPS qui nous donne 3 mètres de précision là où on est. Donc, tout ça, il a permis l'émergence de cette nouvelle discipline
à laquelle l'essentiel des acteurs dans le domaine, que ce soit Hexagon Geospatial ou Esri, tout le monde se tourne vers ce domaine qui est l'intelligence géospatiale. Donc, grosso modo, notre définition de l'intelligence géospatiale, c'est un petit peu une combinaison de tout ce qui est système d'information géographique, tout ce qui est business intelligence, donc analyse des données qui soient purement attributaires, et aussi l'intégration de tout ce qui est technique, artificial intelligence, machine learning, and deep learning. Donc, pour cette présentation, je veux vous donner un petit peu, comme je l'ai expliqué, une synthèse, un petit peu des challenges auxquels on a fait face, et à peu près après les solutions qu'on a apportées. De manière technique et de manière effective. C'est des solutions qui nous ont donné bien sûr des résultats. C'est pour ça qu'on voudrait partager ces résultats avec la communauté. Donc, dans notre démarche de développement, on a adopté une démarche agile. Donc, une démarche agile qui est basée sur ce qu'on appelle les approches Lean Startup, où on construit notre produit final par itération. Donc, on fait plusieurs sprints. Ce qu'on appelle un sprint, c'est une itération qui dure 2 à 4 semaines, dans laquelle on développe des fonctionnalités qui sont utilisables directement par l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à la fin du sprint, l'utilisateur peut utiliser une fonctionnalité. On va dire les fonctionnalités, ça va être afficher, ajouter, faire un upload, quelque chose comme ça. Donc, l'essentiel, c'est qu'à la fin, il y ait quelque chose qui peut être utilisé et on développe au fur et à mesure les fonctionnalités qui sont dans la plateforme. Aussi, on utilise la méthode Scrum. Donc, la méthode Scrum, il y a des rituels comme les daily stand-ups, il y a les rétrospectives, il y a certains rituels qu'on utilise. Ça fait plus partie du management, donc du soft skill de la gestion d'heures. Donc, cette approche nous permet bien sûr d'améliorer continuellement notre solution en utilisant les feedbacks de l'utilisateur, parce qu'une fois la fonctionnalité mise à la disposition de l'utilisateur, il va les tester et va nous rendre certains feedbacks. On a aussi une certaine flexibilité, donc le to-do, donc le backlog, marche par an, donc on ne doit pas le suivre à chaque fois. Donc, à chaque fois qu'on va lancer un nouveau sprint, on va redéfinir nos priorités et choisir juste les priorités, bien sûr les actions qui ont plus de valeur pour l'utilisateur et qui sont le moins complexes pour nous. Donc, comme ça, on essaie d'augmenter la valeur fournie à notre utilisateur. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué, on fait une construction par itération. Donc, pour cela, bien sûr, notre approche, mon approche philosophie personnelle, c'est toujours de ne jamais recréer la roue. Donc, jamais recréer la roue, c'est d'utiliser des trucs qui existent déjà et d'essayer de les améliorer ou bien de personnaliser pour le besoin. Donc, on a fait un petit peu une étude sur le terrain, une étude sur le marché. On a examiné tout ce qui est solutions commerciales, parce qu'il y a beaucoup de solutions commerciales comme Esri, Agis Online avec Business Analyst, il y a aussi Carto, il y a Mapbox, il y a beaucoup de solutions commerciales que je n'ai pas mis en évidence ici. Et d'un autre côté, on voulait voir la possibilité d'utiliser du open source pour réaliser notre plateforme et aller plus vite au lieu de faire ça from scratch. Donc, ce qu'on a trouvé sur le marché, on va dire, il y a GeoNode, donc qui est une solution qui était un petit peu à la traîne, mais qui reprend le projet qui reprend de l'activité. Il est actuellement pris en charge par GeoSolutions, qui est une société italienne qui travaille principalement sur lui. Il y a aussi Teria, donc, qui est intéressant dans la mesure où il affiche la 3D, donc ça nous a aussi interpellés. On s'est dit, on va l'étudier. Il y a d'autres solutions aussi, comme GeoOrchestra ou Degree, ça qu'on n'a pas utilisé en profondeur. À la fin, on s'est décidé d'utiliser GeoNode. Pourquoi? Principalement parce que le back-end GeoNode, c'est du Python. Donc, Python, on s'est dit, après, si on veut intégrer des trucs, machine learning ou artificial intelligence, ça va être plus facile pour nous. Donc, par exemple, Keria, il y a vraiment le front-end qui est intéressant, mais c'est du Node.js et du React JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a un petit peu, à partir des logiciels commerciaux, on a fait une liste de features, donc tout ce qui est fonctionnalité des logiciels commerciaux. Et après, on a comparé ces logiciels commerciaux avec GeoNode pour voir un petit peu quelle est la liste de fonctionnalités qu'on devrait mettre en évidence ou quelle est la liste de fonctionnalités qu'on devrait développer. Et décider, bien sûr, si GeoNode vraiment répondait à notre besoin ou non. Donc, là, vous pouvez voir un petit peu une synthèse de ce qui existe dans GeoNode et ce qui devrait être disponible dans une plateforme d'intelligence géospatiale. Donc, par exemple, tout ce qui est import de layers, c'est-à-dire on peut importer
des couches, on peut exporter aussi des couches, on peut explorer un catalogue, donc c'est aussi intéressant dans GeoNode. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est créer une carte, partager une carte, faire des recherches par attribut, aussi faire du filtering, faire quasiment de l'analyse des requêtes simples sur tout ce qui est position et tout ce qui est données attributaires est possible actuellement sur GeoNode out of the box, sans développement supplémentaire. La visualisation 3D n'est pas disponible actuellement, mais elle devrait être disponible parce qu'il intègre actuellement tout ce qui est Cesium.js, donc ce qui est une plateforme 3D qui affiche bien la 3D. Après, il y a certaines opérations qui ne sont pas disponibles. Donc, ça, c'est des trucs vraiment qui nous intéressent parce que c'est des challenges et qu'on devrait intégrer dans notre backlog. Par exemple, ajouter une colonne en layer, comment faire des merges, faire des jointures. Généralement, tout ce qui est analyse, algorithme d'analyse et tout, n'est pas directement disponible dans GeoNode parce que dans la roadmap GeoNode, ils veulent intégrer ça sous forme de GeoApps. Et ce qu'on a aussi adopté, nous, à Transformatech en tant qu'approche. Il y a aussi, qui est intéressant, on voudrait aussi travailler dessus, c'est l'intégration Jupyter Notebook directement dans GeoNode. Ce qui a été fait actuellement par Estri, dans ce qui est ArcGIS Pro et ArcGIS Online, c'est directement disponible. Ce n'est pas vraiment compliqué sur le plan technique, mais c'est un challenge pour faire ça comme un produit qui soit vraiment fiable et utilisable par l'utilisateur. Il y a aussi tout ce qui est géocoding, tout ce qui est plan de route. Là, il y a vraiment des API avec lesquels on peut travailler, comme l'API Open Route Service ou l'API Nominative, qu'on pourrait combiner avec GeoNode pour pouvoir disposer ou offrir à notre client ce type de fonctionnalité. Donc, voilà, une fois qu'on a défini un petit peu notre backlog, notre liste de tâches à faire, ce qui était disponible out of the box dans GeoNode et ce qu'on devrait faire aussi, on a, comme je l'ai expliqué, adopté une approche agile. Donc, dans cette approche, on combine un petit peu les recommandations de SRI, donc tout ce qui est disposer ou mettre en place un environnement adéquat au développement d'une plateforme, parce que la plateforme, l'intérêt de la plateforme, c'est qu'elle est déployée dans le cloud. Donc, l'utilisateur y a accès directement. Donc, tout ce qui est mis à jour se fait sans que l'utilisateur le ressente. Donc, à un moment donné, on a la responsabilité de faire en sorte que les mises à jour qu'on injecte dans la plateforme ne causent pas de dégâts aux données de l'utilisateur et ne font pas une interruption dans le service. Pour cela, l'idée, c'est d'adopter ce qui est DevOps et tout ce qui était aussi bon pratique dans le domaine de l'IT, c'est-à-dire d'avoir un environnement de développement qui est local, généralement avec Docker. Après, on a un environnement de staging, donc un environnement de test qui devrait être équivalent ou la copie exacte de l'environnement de production. Et après, il y a l'environnement de production. Donc, on développe. Une fois que les unités sont déployées, on fait l'intégration et on injecte ça dans l'environnement de test. Si les tests sont concluants, on injecte directement dans la partie production. Il faut bien sûr faire attention à faire des backups avant d'injecter dans la production quoi que ce soit. Donc ça, c'est des pratiques générales qu'on a décidé d'implémenter dans notre process. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est plus orienté soft skill. Après, il y a aussi dans le développement d'une plateforme GIS, WebGIS, il y a aussi les langages de programmation qui sont quelque chose de critique. Donc, utiliser Python, utiliser, comme je l'expliquais tout à l'heure, utiliser JavaScript, Node.js, ou utiliser Java Enterprise Edition, c'est pas vraiment la même chose. À la fin, il y a des langages qui vous permettent d'avancer, il y a des langages qui vont peut-être vous bloquer. Ici, sur le slide, on voit un petit peu les principaux providers de projets open source dans le domaine géospatial. Il y a l'OSGeo, donc qui est une fondation à but non lucratif. Il y a aussi actuellement Location Tech Projects qui est pris en charge par la fondation Eclipse, qui est principalement orientée Java. Il y a aussi Apache Foundation, Apache Software Foundation, qui se lance aussi dans le géospatial. Ils ont un outil actuellement qui est très en vogue, qui est SAS. Il y a aussi Uber Open Source, il y a d'autres qui aussi offrent de belles frameworks utilisables
dans le monde du géospatial. Donc là, vous avez une idée un petit peu les principaux langages de programmation qui existent et un peu quels sont les principales frameworks, librairies, logiciels desktop, géoportage, géoserveur disponibles. Donc, on a fait un petit peu la synthèse sur les 3 langages qui sont les plus utilisés dans le domaine. Il y a Python, donc le langage qu'on a utilisé, qu'on a choisi nous pour la partie back-end. Il y a Java qui est incontournable, mais qui n'est pas forcément... on peut utiliser les composants Java avec une plateforme qui est principalement gérée par Python. Il y a aussi JavaScript essentiellement pour la partie front-end. Comme actuellement, dans Geonode, il y a l'intégration MapStore 2, qui MapStore 2 intègre aussi, lui-même intègre Cesium.js. Donc, question Functional Requirements, qu'est-ce qu'on doit avoir, grosso modo, dans une plateforme d'intelligence spatiale? Il y a principalement l'ingestion, donc on doit pouvoir avoir uploader des couches dans la plateforme afin de les intégrer dans les analyses. Il y a le management, donc on doit pouvoir ajouter des métadonnées, changer les permissions, faire des trucs publics, des trucs qui sont privés, des trucs en groupe. Il y a toutes ces gestions-là, supprimer les ressources dont on a plus besoin. Il y a bien sûr l'aspect visualisation, que ce soit la couche en elle-même ou que ce soit une combinaison de cette couche avec d'autres couches, en créant des match-ups, donc des cartes. Il y a aussi l'aspect analyse. L'aspect analyse qui n'est pas développé actuellement dans Geonode, c'est le point sur lequel on voudrait vraiment travailler dessus. Bien sûr, la plateforme elle doit être principalement SAS, donc Software as a Service. Les composants principalement qui doivent être combinés pour disposer de ce type de plateforme, il y a bien sûr tout ce qui est load balancer, web servers, application engines, donc que ce soit Django Engine ou bien Tomcat GT pour tout ce qui est application Java. On doit avoir bien sûr une base de données spatiale pour stocker nos données, que ce soit PostgreSQL ou bien d'autres types de plateformes. D'un autre côté, d'un autre point de vue, ça c'est d'un point de vue architecture, mais d'un point de vue hosting, donc d'un point de vue hosting, on a aussi besoin de ressources cloud. Donc, ressources cloud, on aura besoin bien sûr d'un domaine name service, du storage, là où on doit stocker les données et les applicatifs. Compute instances, aussi pour faire tourner tout ce qui est serveur d'application, serveurs qui sont consommateurs de ressources. Il y a aussi tout ce qui est container et bien sûr Virtual Cloud Networks pour faire communiquer nos différents composants entre eux. Donc, ça, c'est pour un petit peu les composants nécessaires à la mise en place d'une plateforme d'intelligence spatiale. Donc, je vais vous présenter maintenant une plateforme qu'on a développée. Donc, en utilisant un petit peu cette méthodologie que j'ai expliquée et un petit peu la théorie qu'on a fait. Donc, il y a les challenges qu'on a vus. On va essayer de répondre à ces challenges et de trouver des solutions pour mettre en place cette solution. Donc, l'application, elle s'appelle Joueba. Donc, Joueba, elle est destinée principalement à tout ce qui est entrepreneur, mokawilin, donc quelqu'un qui veut se lancer dans le business. Pourquoi cette catégorie d'utilisateurs? C'est parce qu'au début, pour faire un business, on a besoin d'un business plan. Donc, on a besoin d'informations sur le marché, on a besoin d'informations sur les concurrents, on a besoin de beaucoup d'informations. Et pour collecter ces informations, pour les analyser et tout, on a besoin d'outils, on a besoin aussi de compétences. On n'est pas compétent dans tous ces domaines. Et généralement, les gens qui ont de l'argent, ils vont vers un consultant ou bien un bureau qui fait l'étude technico-économique. On s'est dit, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre ça. Pourquoi pas leur offrir quelque chose qui soit simple, qui n'utilise pas des données de très haute qualité, mais au moins qui permet de faire un filtre. Un filtre au début, quand on va commencer. Au moins, on a un filtre, on a 100 idées dans la tête. On va pouvoir filtrer, avoir 5-6 idées et investir dans ces idées-là par la suite. Donc, dans notre process de développement de cette plateforme, comme j'ai expliqué, une plateforme d'intelligence spatiale, elle a besoin de données. Donc, il doit y avoir quelques données sur lesquelles l'utilisateur peut injecter d'autres et faire des analyses. Donc, l'idée dans notre process de production de données, c'est d'utiliser un petit peu ces 5 étapes. Donc, ce qui est data engineering, donc au début, avec GeoPanda, Node.js, ça dépend le type de données qu'on utilise. Donc, après, on passe par du géocodage pour les données qui ne sont pas déjà géolocalisées. Un quality check avec Python et aussi
quelques scripts développés en Python, Jupyter Notebook, QGIS aussi, c'est un bon outil. Le management, on le fait principalement sur du open source, donc Postgres et Postgres. Et après, la partie sharing qui se fait sur GeoServer et GeoNode. Donc, pour le développement de ces applications, donc on utilise comme base de départ GeoNode. GeoNode, l'avantage sur GeoNode, c'est qu'on a une architecture qui est orientée objet. Donc, dès le départ, il a été programmé et implémenté avec un langage orienté objet qui est Python. Donc, tout ce qui est GeoApps dans le développement, dans le sens GeoNode, c'est des classes qui sont héritées à partir de la classe principale qui est GeoApp. Donc, l'intérêt dans le design qu'ils ont fait dans GeoNode, c'est que l'application, donc la classe GeoApp, elle a une relation 1 à 1 avec une classe qui s'appelle GeoAppData. Donc, GeoAppData, c'est un blob donc, dans lequel on peut injecter un fichier texte. Donc, disons un fichier texte. L'idéal, c'est que ce fichier texte ce soit un JSON, donc dans lequel on peut injecter tout genre de données. Donc, si par exemple dans l'application, on a besoin de sauvegarder la position XY, on a besoin de sauvegarder des informations qui sont particulières à tel utilisateur et tel utilisateur, on va juste les mettre dans un objet JSON et les injecter dans ça. Ça, c'est un petit peu un intérêt que j'ai remarqué dans cette architecture de GeoNode et que je voulais mettre en évidence. Aussi, GeoNode, au départ, il était purement basé sur du Django Framework, donc pour le back-end et pour le front-end. Actuellement, pour le front-end, il se base sur Map4.2, donc qui est un framework JavaScript React, développé par GeoSolutions, qui est une société italienne. Donc après, bien sûr, lorsqu'on a un front-end React JavaScript, on doit communiquer avec un REST API, avec un autre back-end. C'est ça un petit peu aussi l'avantage du framework Django. Vous pouvez faire du framework Django front-end, back-end, et vous pouvez aussi utiliser juste des points d'accès API REST facilement. Donc, un autre challenge auquel on a fait face en développement notre plateforme, c'est tout ce qui est source control. Donc, du moment où on va utiliser GeoNode, donc GeoNode et MapStore qui sont actuellement deux projets séparés. Les deux projets, ils sont déjà actifs, donc il y a des commits quasiment chaque jour. Chaque jour, ils ajoutent des fonctionnalités. Nous, on voudrait baser notre code sur le code donc c'est comme si on va tirer sur une cible mouvante. Donc c'est ça un petit peu la schématisation du problème du source control. Donc à un moment donné, on doit mettre notre code production sous notre propre contrôle et faire en sorte de contrôler ce qu'on appelle nos rebranching. Donc lorsqu'on fait un rebase dans notre code base, on le fait après test. Donc, on fait le test. Après ça, qu'on fait un rebase de notre code pour la partie production. Donc, il y a beaucoup d'outils de gestion du code, donc Subversions. Nous, on utilise actuellement GitHub pour notre code parce que actuellement, les projets GeoNode et Map4.2 clients sont sur GitHub. Donc, ce qu'on a fait, on fait un fork dans notre propre organisation. Le fork, on va essayer de garder le master en synchronisation avec le upstream qui est en développement. Après, si on a des contributions, si on va ajouter des contributions dans le code source, dans l'upstream, on a une branche spécialement pour ça. Et on a après une branche production qui est propre à GeoWeb. Donc la propre production, elle est figée à la date où on fait le déploiement sur notre serveur utilisable. Après, si on fait des tests avec une autre version et on avance, on va faire avancer cette branche jusqu'à la date ou le commit qui lui correspond. Dans l'environnement de développement, bien sûr, on doit toujours mettre à jour notre code source. On a après la liberté d'avoir autant de branches qu'on veut, donc une branche pour l'UV, une branche pour les translations, une branche pour les GeoApp, une branche pour les bugfix, ainsi de suite. Après, lorsqu'on fait les tests et quand c'est concluant, on va faire un pool, donc faire descendre, disons, le code source qui est dans notre branche de production vers qui est dans notre master ou bien main, actuellement c'est appelé main, dans notre main branche, dans le serveur branch avec juste des commandes.
Voici un petit peu le challenge auquel on a fait face. Ça paraît peut-être simple, ça paraît peut-être compliqué, mais dans la pratique, c'est des règles à suivre. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est des règles à suivre. On doit avoir bien sûr un process, parce que après, si on fait des modifications sur le code source sans prendre de précautions, bien sûr, on pourrait se retrouver avec une perte de données ou bien une perte de service pendant un certain temps. Il faut s'attendre à tout refaire pour redémarrer le service. Une autre approche aussi qu'on a adoptée, donc on a trouvé qui était utile, c'est utiliser Docker. On sait Docker dans ce qui est développement. Donc actuellement, avec Docker Compose, on peut recréer un petit peu l'environnement, les serveurs, la disposition des serveurs, le réseau, les volumes, tout ce qui est environnement cloud, on peut le recréer juste sur notre propre PC et faire le développement. Donc, avec Docker, ça nous permet de garder une synchronisation de notre code avec les updates. Docker, principalement, c'est une technologie de virtualisation. Un petit peu, c'est quoi l'intérêt de Docker? C'est comme si une application va tourner, c'est comme un XE dans Windows, sur lequel on clique, il va exécuter, il va nous donner des résultats. Mais réellement, dans l'XE, il y a à l'intérieur tout un système d'exploitation, généralement Linux, dans lequel il y a notre environnement particulier. Donc, si on a besoin de Python, on a toutes les librairies Python. Si on a besoin de Node.js, on a toutes les librairies Node.js. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne pollue pas notre PC, notre environnement de développement. Donc, si on développe pour plusieurs projets, un projet va utiliser PHP, l'autre va utiliser Java, l'autre va utiliser un autre langage. Donc, en utilisant des images Docker, on ne pollue pas notre PC. Donc, pour chaque type d'application, on va lui créer ses propres images, injecter les requirements, les dependencies dans ces images, exécuter, faire les tests. Une fois terminé, on éteint les images et notre PC il est à l'aise. Donc, ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est besoin d'administration et des dépendances vis-à-vis des librairies. Des librairies, aussi les conflits. Des fois, on a plusieurs versions. Donc, l'une, par exemple, PHP ou bien Python version 3.8, l'autre Python version 3.9. Donc, si on installe tout ça dans notre propre PC, il va y avoir des conflits. Donc, ça aussi, c'est une approche qu'on recommande dans le développement, tout ce qui est développement WebGIS, donc le développement web. Voilà, donc c'est un petit peu la fin de la présentation. Donc, c'est un petit peu les résultats qu'on a mis en évidence dans la contribution qu'on a envoyée à l'ISPRS. Donc, dans cette approche, bien sûr, on a pu développer facilement, construire un MVP, donc Minimum Viable Products, qui permet un petit peu à l'utilisateur final de tester et de donner des feedbacks. Et aussi, ça nous permet, nous aussi, de faire de l'amélioration continue. Donc, utiliser aussi tout ce qui est bonne pratique en matière IT, comme l'aspect environnement, donc environnement de développement, environnement de test et environnement de production avec version control, avec Docker. C'est vraiment une approche qu'on recommande vivement pour tout ce qui est WebGIS development. Donc, pour desktop development, ça peut être différent. Donc, aussi, on a mis en évidence tout ce qui est un problème lorsqu'on utilise des frameworks open source. Principalement, c'est, comme je l'ai dit, on va tirer on va viser une cible mouvante. Donc, la cible, elle va tout le temps bouger. Donc, on doit être agile, nous aussi, et faire en sorte. Donc, la recommandation finale, c'est vraiment d'être agile et d'utiliser tout ce qui est technique DevOps. Donc, comme je l'ai expliqué au départ, l'application, donc le résultat de notre travail, il est mis en ligne en version préliminaire. Il est disponible à l'adresse joaba.tomshomatic.dz. Il est en 3 langues, donc en arabe, en français et en anglais. Vous pouvez créer un compte dessus et faire des tests comme vous voulez. Et ça me ferait plaisir de lire vos commentaires et de lire votre avis sur notre plateforme. Dans le développement aussi de nos jeux apps, on prend en considération l'aspect mobile. Donc, toutes nos apps sont ergonomiquement conçues pour être facilement utilisables sur un mobile avec un écran qui est assez petit. Actuellement, un peu de statistiques. On a 10 utilisateurs, 28 layers dans notre plateforme, 5 cartes et une GeoApps qui est disponible. Et on est en travail
sur l'extension de ça. Donc, voilà, j'ai fini. Donc, voilà les références un petit peu de la contribution qu'on a fait. Donc, ça s'appelle Architecting Location Intelligence Platform using Open Source Components. Il y a aussi, on avait discuté au début avec M. Varane, tout ce qui est SDI. Donc, on a fait, moi personnellement, avec un collègue de l'INCT, on a aussi une contribution dans le domaine de tout ce qui est National Spatial Data Infrastructures, où on a proposé aussi une approche de développement en 2013. C'est un paper qui a été publié dans l'International Cryptographic Conference. Voilà, merci beaucoup pour cette opportunité et j'espère que je n'ai pas été trop lourd. Non, 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 mais Monsieur Dahou, merci beaucoup. Permettez-moi de dire, hein, moi, en tant qu'informaticien, je suis tout simplement impressionné par l'étendue de votre travail, de votre exposé. Merci. Tout simplement, ça dénote il faut beaucoup d'années, à mon avis, en compteur, hein, ou beaucoup d'expérience, justement pour pouvoir jongler aussi facilement tous des concepts très techniques. Hein. De la solution que vous avez présentée, là, il y a de tout, hein, en commençant par des techniques de génie logiciel, dans la business logique, les serveurs back-end, les architectures web, les développements et aussi la quantité des outils web source que vous avez analysés, hein, et que vous avez utilisés, etc. Donc, merci beaucoup et je suis ravi de votre présentation. Je dirais aussi que vraiment, c'est un exemple pour la voie à suivre, enfin, lorsqu'on veut faire avec du savoir-faire et avec, bien sûr, beaucoup de travail, hein, aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Tout à fait. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut faire le courage et on arrive à faire des choses et vraiment, vous montrez la voie à beaucoup de gens, notamment les jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat, etc. Donc, merci. Il y a des questions sur le chat, donc je commence déjà par la question de nos participants. Voilà, donc question de M. Boukelch. Présentation très intéressante. Comment gérez-vous l'aspect contrat avec le client dans le cadre agile qui est fondé sur le fait d'être souple sur les objectifs, vu que l'aspect législatif normal et rigide est basé sur le waterfall style? Donc, dans l'idéal, c'est d'éviter de travailler avec tout ce qui est organisme étatique. Voilà. Donc lorsqu'on a un client qui a un business, donc le business, il veut des fonctionnalités. Lui, il veut ou bien saisir une opportunité, donc gagner de l'argent, ou bien faire des économies, donc des économies de coûts, donc réduire les temps, réduire les stocks, faire des choses comme ça. Donc pour lui, il préfère payer un petit peu et avoir quelque chose qui est fonctionnel chaque semaine ou bien chaque mois, que d'avoir un projet sur une année ou sur 2 ans avec vous. À la fin, il n'est même pas sûr d'avoir pour son argent. Donc, c'est à peu près ça dans notre politique commerciale. On s'oriente plutôt pour les PMI, donc tout ce qui est petite et moyenne entreprise. On essaie de leur offrir. Aussi, nous, on a une taille qui est limitée. On ne peut pas, par exemple, satisfaire par exemple, son attraque ou bien un grand organisme. Donc, on fait une offre de service qui, c'est-à-dire qu'on peut assurer, bien sûr, donc ça, en fonction de notre capacité. Et après, les méthodes agiles, ce n'est pas forcément une méthode qui n'est pas utilisée. Actuellement, aux États-Unis, même le DOD aux États-Unis, ils font des cahiers des charges qui sont agiles, qui sont orientés dans tout ce qui est là. Donc, parce que eux aussi, ils ont vu, surtout dans tout ce qui est système intégré hardware et software. Donc, c'est clair qu'on veut faire un sous-marin nucléaire ou bien on veut faire un bâtiment. L'agilité, ce n'est pas vraiment la meilleure approche à adopter. On ne va pas construire un mur et laisser un petit peu, après construire une fenêtre parce qu'on a besoin d'une fenêtre plutôt que le mur. Donc, ça ne se fait pas. Par contre, dans tout ce qui est système complexe, donc software et hardware, par exemple, pour le DOD, il y a l'intégration aussi avec télécommunications, avec tout ce qui est cloud, ils sont vraiment orientés à ça. Actuellement, le Microsoft, ils ont eu quasiment tout le cloud DOD.
Donc, vous imaginez avoir tout le cloud DoD. Pourquoi le DoD a besoin de cloud? C'est pour la scalability. Donc, scalability, c'est-à-dire que je peux demander des ressources quand je veux, je peux les libérer quand je veux. C'est ça? Donc, en fonction du besoin, je vais avoir alloué et désalloué mes ressources. Ça fait partie d'une approche purement DevOps, c'est purement agile. Ce n'est pas vraiment une approche classique d'acheter des milliers de serveurs. Après, on ne sait pas si on va tous les utiliser ou pas. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a aussi du sharing donc, dans le cadre là. Après, ça dépend bien sûr de chaque organisme. Si on est à défense, les exigences en matière de sécurité ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on fait de l'agriculture, ou bien si on fait de l'aménagement urbain, ou bien on fait du business. Donc, c'est complètement différent. Et même les exigences de calcul, les exigences techniques ne sont pas les mêmes. Donc la théorie économique, elle est basée sur de l'empirisme. Ce n'est pas, par exemple, de la géodésie. Lorsqu'on calcule, c'est la précision millimétrique, c'est la millimétrique, c'est centimétrique. Dans l'économie, c'est empirique. Si on utilise des données qui sont grossières, on a des résultats grossiers, mais qui sont utiles, qu'on peut utiliser pour la prise de décision. Donc, après, si on injecte dans notre plateforme ou dans notre analyse qui est business, on injecte même des données qui ne sont pas d'une très grande qualité, mais qui sont correctement agrégées à l'échelle à laquelle on fait l'analyse, ça devient intéressant. Merci. Une autre question, je crois, technique, de Nordin Halili. Si j'ai bien compris, vous utilisez Docker juste pour la phase de dev test, prototypage. Voilà, actuellement, on utilise juste pour la phase de test prototypage. On n'a pas, parce qu'actuellement, on utilise un petit peu les providers cloud algériens. Il n'y a pas, là, donc, par exemple, si vous êtes sur AWS ou si vous êtes sur Azure ou bien Oracle Cloud, vous avez ce qu'on appelle functions. Donc, actuellement, vous pouvez déployer directement, vous avez un OCIR, donc Kubernetes directement qui est intégré. Vous pouvez directement créer des images dynamiquement et allouer, désallouer, créer des services qui sont, donc aller vers une architecture microservice. Donc, ce qu'on a présenté actuellement, c'est ça un petit peu l'intérêt aussi de GeoNode, c'est qu'il est facilement déployable dans une architecture microservice. Donc, après, lorsqu'on fait du développement directement sur des images Docker, après le développement, actuellement, on a déployé notre plateforme préliminaire sous forme d'un seul bloc, parce qu'on a juste un seul VPS. Mais après, si on a bien sûr besoin de plus de ressources, on peut la déployer facilement sous forme d'architecture microservice, avec des ressources Docker, avec du Docker ou autre chose, et avec aussi Kubernetes, pourquoi pas. Merci beaucoup. Il y a une autre question sur le chat, mais je crois que vous pouvez répondre directement à Nordin. Donc, il y a une question sur oui, pour le framework Angular, on utilise React. Moi, j'ai une certaine expérience dans React. Et aussi, comme je l'ai expliqué, on utilise MapStore 2. Donc, MapStore 2 qui est actuellement intégré directement dans GeoNode. Et MapStore 2, il est développé avec React. Donc, on s'est retrouvé, même à Tiret.js que j'ai présenté au départ, il est développé avec React. Donc, il y a certains avantages et inconvénients. Donc, des fois, c'est la communauté un petit peu qui décide. Vous êtes dans la communauté géospatiale, vous allez trouver beaucoup de gens qui travaillent avec une certaine librairie. Il vaut mieux travailler avec parce que vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des réponses si vous avez des problèmes. Donc, si après, vous utilisez quelque chose de particulier, donc, gare à vous, il faut assumer les problèmes. Très bien. Très bien, merci. Ok, merci beaucoup, Sidhou, et bonne continuation, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Merci, monsieur. Et donc, on arrive à la dernière présentation de la journée. C'est Issam Boukerch. D'abord, on remercie vivement d'avoir attendu, d'avoir été très, très patient toute la journée. Ismaël, on a laissé en dernier. Alors, monsieur Boukerch est directeur de recherche, je crois, au CTS. Alors, je crois qu'il s'intéresse, il travaille sur plein de choses. Je vais juste citer deux exemples. Photogrammetry, Geometric Modeling of Remote Sensing Imagery Systems. Et donc, lors de cette présentation, il va nous parler des scanners laser.